Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui je vous propose une vidéo exceptionnelle dans laquelle vous allez découvrir l'histoire des muscle cars. Comment sont-elles apparues? Quels ont été les modèles qui les ont rendues mythiques? Pourquoi ont-elles quasiment disparu pendant 30 ans? Et comment sont-elles réapparues dans les années 2000? Alors suivez-moi et ne manquez rien. Et pour comprendre l'arrivée des muscle cars, on remonte après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les gens ayant plus de temps libre, certains se sont tournés vers la course automobile, soit avec les courses de stock car, soit avec les courses de 400 mètres départ arrêté. Mais ces courses demandaient beaucoup de moyens. Les jeunes, eux, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, se sont tournés vers les courses de rue. Ils modifiaient les voitures d'avant-guerre en enlevant tout le superflu et couraient avec ça dans la rue. On a donc vu l'apparition un peu du hot rodding avec forcément les Ford, etc. Dans les années 50, les constructeurs commencent à proposer des modèles sportifs sortis d'usine, mais ils s'avèrent encore bien trop chers, comme par exemple la Corvette, la Thunderbird ou alors la 300 Series de chez Chrysler. Il y a plusieurs modèles qui peuvent être considérés comme les premières muscle cars, comme la Oldsmobile Rocket 88, mais ici on va plutôt parler d'un autre modèle qui est sorti de chez Pontiac, la GTO. En effet, en 1964, le chef de division de chez Pontiac, John DeLorean, oui c'est bien celui auquel vous pensez, va avoir une idée de génie qui va révolutionner le monde automobile américain. En effet, il va mettre le moteur le plus puissant possible dans une voiture mid-size de chez Pontiac. Et cette année-là, le modèle mid-size, il s'agit de la Pontiac Tempest. Cependant, il va se confronter à un obstacle. En effet, à cette période, le groupe GM impose aux voitures mid-size de ne pas avoir un moteur dépassant les 330 cubic inch. Il va avoir l'idée de proposer la GTO en tant qu'option de la Tempest. Cette faille du règlement va lui permettre d'équiper la GTO du plus gros moteur présent chez Pontiac à l'époque, le V8 389. Il va aussi ajouter à la GTO des suspensions raffermies, des sièges séparés, une boîte manuelle, etc. La première recette de muscle cars est arrivée chez Pontiac et les autres constructeurs vont vite suivre. Et cette recette des muscle cars assez simple va être suivie pendant toute la décennie à venir. Il s'agit d'un modèle mid-size, coupé 2 portes, 4 places, équipé du gros V8 de la marque et de différentes options sportives. Nous sommes au milieu des années 60 et les autres constructeurs vont donc se mettre à la mode des muscle cars. Tout d'abord Chevrolet avec la Chevelle qui sort en 1964. Dès 1965, il propose sur ce modèle le V8 396 cubic inch. Cette première génération de Chevelle se termine en 1967. De 68 au 72, on a la deuxième génération qui sera sûrement la plus connue de ce modèle, avec notamment en 1970 la version SS 454. Les autres constructeurs du groupe GM proposent eux aussi leur version des muscle cars. Chez Buick, on va avoir la Grande Sport sur base de Skylark avec les V8 400 et 455. Alors que chez Oldsmobile, on part du modèle Cutlass pour créer la 442, avec ses fameux 3 chiffres qui signifient que la voiture possède un carburateur 4 corps, une boîte manuelle de 4 vitesses et un double échappement. Durant la même période, on voit arriver un autre type de voiture américaine qui va être parfois confondu avec les muscle cars, il s'agit des pony cars. Et bien sûr c'est Ford qui lance la tendance avec la Mustang, en même temps quasiment que Plymouth avec la Barracuda, qui est d'ailleurs toujours restée dans l'ombre du fameux premier pony car. On peut aussi noter l'arrivée ensuite de la Camaro, de la Firebird. Toutes ces voitures connaîtront des versions muscle cars, mais un peu plus tard quand les constructeurs commenceront à leur mettre les plus gros moteurs. Mais en attendant, les constructeurs continuent de créer leurs modèles de muscle cars. C'est le cas notamment d'AMC, American Motors Corporation, une marque méconnue aujourd'hui mais qui produisait à l'époque quelques modèles intéressants, comme par exemple la Rebel Machine avec son V8 de 396 cubic inch. Le groupe Ford n'est bien sûr pas en reste. En 1968, ils partent de la Fairlane pour créer la Torino, qui sera équipée du V8 390, puis ensuite des fameux 427, 428, 429, les Cobra Jet. Mercury, le groupe haut de gamme de chez Ford, propose eux le modèle Cyclone. Tous ces constructeurs vont voir une sacrée concurrence débarquer quand le groupe Chrysler, composé notamment de Dodge et Plymouth, vont eux aussi se mettre sur le marché des muscle cars. La Charger arrive en 1966 avec une première génération qui est moins connue. C'est à partir de 1968 et la deuxième génération que vraiment ce modèle-là va prendre une ampleur considérable. Avec ce design en bouteille de Coca-Cola, il va devenir un des modèles emblématiques des muscle cars, proposé avec le 383, le 440 et le 426 EMI. Chez Dodge, on peut aussi noter l'apparition de certains modèles qui vont faire parler d'eux, notamment la Coronet et la Dart.
Plymouth arrive avec une formule qui rentre totalement dans le cadre des muscle cars. Avec la Roadrunner, ils veulent en effet proposer un modèle qui fasse les 400 mètres départ arrêté en moins de 15 secondes et pour moins de 3000 $. Cette version est équipée de très peu d'options. Vraiment, le but c'est d'avoir la plus grosse puissance dans la voiture la plus simple possible. La version un peu plus luxueuse, la GTX, propose elle différentes options, mais bien sûr le coût est plus élevé. À la fin des années 60, début des années 70, les pony cars vont prendre du grade. En effet, les constructeurs ont compris qu'en mettant leur plus gros moteur dans ces petits modèles, ils pourraient créer de vrais monstres de la route. Ça va être le cas avec la Mustang qui va aller jusqu'au modèle Boss 429, la Camaro avec certains modèles comme la ZL1 et la Firebird avec la Trans Am. Dans le même temps, Dodge arrive avec la même idée en créant en 1970 la Challenger qui reprend la même base que la Plymouth Barracuda. Il est déjà très tard dans l'histoire des muscle cars et pourtant la Challenger deviendra un des modèles les plus renommés. Elle a été équipée comme ses grandes sœurs des plus gros moteurs comme le 383, le 440 et le 426 EMI. Pour souligner encore un peu plus la folie des muscle cars, faisons un petit détour pour la NASCAR. Pearson is still close. He's right of the draft, and here he goes. He's taking his run at Pete Hamilton right here, going into turn number 3. Can he hold him? He went very low there. Boy, oh boy, they're really at it now. Oh, look out! Pearson's in trouble. He almost lost it. À la fin des années 60, les constructeurs rivalisaient d'idées pour créer les modèles les plus efficaces sur la piste avec des packs aérodynamiques. C'est comme ça que deux modèles mythiques sont nés, la Dodge Daytona et la Plymouth Superbird. Et pour homologuer ces voitures sur la piste, puisqu'il s'agissait d'un championnat de stock car, il a fallu en créer 500 exemplaires à vendre en concession. Alors bien sûr, ces exemplaires ont été réservés à une élite avec le bon carnet d'adresse, mais aujourd'hui encore, on retrouve des modèles d'origine de ces deux véhicules aussi fous qu'efficaces sur la piste. Malheureusement, malgré toute cette folie, deux événements vont précipiter la chute des muscle cars. Tout d'abord, le prix des assurances s'envole à cause des nombreux accidents causés par ces voitures ultra puissantes avec le peu de sécurité qu'elles avaient. Ensuite, au début des années 70, il y a aussi la crise du pétrole aux États-Unis, qui fait d'une augmenter les prix et de deux qui contraint le gouvernement à créer de nouvelles normes anti-pollution qui vont contraindre les constructeurs à revoir leurs copies quant à la conception de leurs moteurs. Assez rapidement, en quelques années, de 1971 à 1974, les puissances de ces voitures vont diminuer en même temps que l'intérêt du public. Quelques constructeurs vont essayer de faire de la résistance, mais ça ne durera pas bien longtemps. Pontiac, qui a été le premier à proposer un muscle cars avec la GTO, a aussi proposé en 1973 une version de la Trans Am, la Super Duty 455, qui développait 310 chevaux. Cependant, très peu de personnes pouvaient à cette époque-là se payer un tel modèle, et du coup, Pontiac a dû rentrer dans le rang comme les autres. Les années suivantes et jusqu'à la fin des années 70, les options muscle cars, voire même carrément certains modèles, ont complètement disparu. C'est le cas notamment de la Challenger et autres Roadrunner. Des constructeurs comme Pontiac ou Chevrolet ont conservé des designs assez sympathiques de la Camaro et de la Firebird jusqu'à la fin des années 70, mais les moteurs n'étaient plus là. La Mustang de 3ème génération, aussi appelée Fox Body, aura développé avec son plus gros V8 le 5 litres jusqu'à 200 chevaux. La 4ème génération, elle, aura poussé jusqu'à 260 chevaux. On peut quand même noter que la version Cobra de la Mustang aura été jusqu'à 390 chevaux en 2004. La Chevrolet Camaro et la Pontiac Firebird vont quant à elles cesser leur production en 2002, ce qui sera malheureusement définitif pour la Firebird. Au milieu des années 2000, des conditions favorables donnent l'idée aux constructeurs de relancer l'histoire des muscle cars. Et c'est Ford qui commence en 2005 en ressortant la 5ème génération de la Mustang. Dodge va suivre avec la Challenger en 2008, puis c'est Chevrolet en 2009 avec la Camaro. On assiste depuis à une nouvelle course à la puissance comme dans les années 60, ces trois constructeurs se livrant à une bataille acharnée. Ford a ressorti la GT500 en 2007 qui a été jusqu'à 662 chevaux. Aujourd'hui, on a la GT350 de chez Ford, on a la Camaro ZL1 1LE de chez Chevrolet et la Dodge L4 qui propose elle plus de 700 chevaux. Alors je ne sais pas combien de temps durera cette folie dans le monde de plus en plus autophobe dans lequel on vit et avec les règles environnementales de plus en plus strictes. En tout cas, je pense qu'il faut d'autant plus profiter des modèles qui nous ont été proposés, les faire vivre et en parler comme je le fais ici sur French Muscle. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, s'il y a des infos que vous aimeriez savoir, écrivez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre.
Et donnez votre avis aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos où j'essaye des véhicules américains. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Et maintenant, je vous dis à bientôt sur French Muscle.